Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie. Valeurs. Fiducie, fondation, association, comment concilier don de temps et don d'argent? Gérald Orange, professeur Crégo, IAE de Rouen. La France vit un paradoxe juridique exceptionnel rarement souligné. Dans aucun pays européen, la création d'une association n'y est aussi libre, mais à l'inverse, la création d'une fondation est si bien encadrée qu'elle n'est à la portée que de quelques citoyens. Pourtant, l'association et la fondation, en raison de leurs caractéristiques propres, devraient pouvoir rendre des services différents, mais complémentaires. L'association est le cadre idéal pour la mobilisation des bénévoles et l'organisation de leur travail, quel que soit l'objectif choisi, privé ou collectif. Mais cette structure n'est pas faite pour collecter les dons en argent, car les garanties apportées aux donateurs sont faibles, voire nulles. En revanche, les garanties fiduciaires attachées à la fondation en font le cadre juridique propice à la collecte de fonds destinés à un objet précis et irrévocable. Ce texte a pour but, dans un premier temps, d'exposer les différences juridiques fondamentales entre les deux structures. Il soulignera les dysfonctionnements dans le management des associations lorsqu'elles évoluent dans des environnements particuliers d'entreprise ou de collectivités publiques. Dans un second temps, les avantages de la fiducie permettront de mettre en évidence les freins culturels et juridiques, proprement français, qui interdisent aux législateurs de promulguer une loi destinée à promouvoir la liberté de fondation, réplique de celle de 1901 consacrant la liberté d'association. Des exemples illustreront les différents points de l'argumentation. Mots-clés association, bénévolat, don, fiducie, fondation, garantie fiduciaire, gestion, incitation, management, médiation, subsidiarité, synergie, valeur d'option. Une thèse, les vertus de la fiducie. Dans un pays où l'on est si soucieux de la sécurité des transactions, où la corporation des notaires n'a pas d'équivalent, où le gouvernement des entreprises est une question chaque jour débattue dans les médias, où enfin la finance, qu'elle soit publique ou privée, est une source de préoccupation et d'inquiétude, l'association n'apparaît guère au grand jour sauf au détour de quelques scandales, dont celui de l'Association de recherche contre le cancer, ARC, et la Fondation Vasarely ont été médiatiquement culminants. Il reste qu'on ne peut confondre le don de temps et le don d'argent, même si l'un et l'autre peuvent cohabiter dans les organisations. Dans les entreprises, cela vaut la peine d'être noté. Le don de temps existe lorsque le salarié en fait plus que ce que lui prescrit son contrat de travail. Les phénomènes dits d'extra-rôle, analysés par nombre d'auteurs anglo-saxons, sont intéressants mais restent dans le cadre des théories de la motivation au travail. Dans les associations, des travaux abordent maintenant le cas de la présence des salariés et de leur management, qu'ils soient ou non confrontés à des bénévoles. Plus surprenante est la présence d'associations au sein d'entreprises dont les membres, responsables ou simples salariés, ont des activités bénévoles intégrées dans leur travail quotidien. C'est assez hallucinant. Il existe maints exemples dans les hôpitaux et les grandes entreprises. On peut analyser cette situation comme la composante bénévole de l'emploi salarié. Mais nous voudrions aborder ici une question importante, celle du rôle de facilitateur de certains dispositifs, ou de principes juridiques ou institutionnels, dans l'accomplissement de quelques objectifs économiques, sociaux ou culturels. Quelques exemples. La lettre de change ou la société par action ont chacune contribué à l'essor des activités humaines. L'arbitrage ou la médiation, par ailleurs, est un puissant levier de la résolution des conflits. Les systèmes d'échange locaux, les divers chèques déjeuner, vacances, aide à domicile, emploi, la loi sur l'épargne salariale, les 35H dans les TPE du BTP. On pourrait ajouter le financement du cinéma d'auteur comme le statut controversé des intermittents du spectacle. On peut se demander ce qui fait que ces dispositifs font des merveilles, tout en préservant voire en favorisant les relations des hommes entre eux. Nous y reviendrons dans la conclusion. Alors qu'en est-il de la fiducie? Qui en parle? Ce terme vient du mot latin fides qui signifie confiance, et on devrait s'y intéresser en France. Mais non, la France ne l'accepte pas, c'est une exception extraordinaire dans l'Europe mais aussi dans le monde. La fiducie remonte à la nuit des temps. Elle existait dans l'Égypte des pharaons, en Grèce, chez les Romains, dans le droit musulman. C'est une institution souple,
à la fois contrat et entité, comme l'entreprise ou l'association d'ailleurs, capable de transformer le monde. Ainsi le contrat de société désigne à la fois le consentement des parties et l'organisation. La définition de la fiducie est la suivante: le fait qu'un bien puisse être la propriété d'une personne ou de plusieurs pour le bénéfice d'une autre ou d'une cause. C'est une disposition dont la fonction est à la fois économique et sociale, en cas de départ en voyage ou à la guerre, pour gérer les intérêts d'un orphelin attendant sa majorité ou d'un majeur incapable, mais aussi pour l'administration de biens collectifs comme en Afrique anglophone où des biens sont tenus en trust par le peuple. La fiducie est un concept williamsonien avant la lettre. La confiance a priori n'existe pas, elle provient du contrat qui contient des garanties fiduciaires. Ces garanties fiduciaires sont doubles. La responsabilité du titulaire des droits de propriété mis en trust, qu'on appelle les trustees, sur ses biens propres et la possibilité pour une personne quelconque d'agir en justice. C'est ici que la distinction entre don de temps et don d'argent est importante. Dans le cas de l'association, le bénévole peut toujours adopter l'une des 3 conduites décrites par Albert O. Hirschman en cas de désaccord. Il peut prendre la parole, voice, sa protestation ayant plus de force et les membres de l'association qui utilisent son temps. Il peut se retirer, exit, sa défection préservant sa disponibilité. Il peut garder une attitude loyale, loyalty. Pour le don d'argent ou le legs à une association, de quelle garantie dispose-t-on? Pour l'association, d'aucune. En droit français, juridiquement, le don a un caractère irrévocable et de plus, il ne peut faire l'objet d'une destination conditionnelle à moins que le donateur réalise une libéralité à charge, de préférence par acte authentique devant notaire. Bref, bien que l'appel à la générosité publique soit encadré, une association peut faire dans certaines limites ce qu'elle veut des dons qu'elle reçoit spontanément ou qu'elle collecte délibérément. Oui. La différence juridique entre la fondation et l'association peut être présentée dans le tableau suivant. Il apparaît clairement que la fondation est un outil pour gérer un patrimoine, alors que l'association recherche la mise en commun de compétences bénévoles. 2 interrogations peuvent être formulées. Si la fiducie est partout présente en Europe, sauf en France, quelle est la raison de cette exception culturelle? 2. Quel manque à gagner pour la société dans son ensemble entraîne l'absence de cette institution? 2. Antithèse. Pourquoi cette exception française? Il y avait de nombreuses fiducies et fondations, ainsi que des congrégations en France avant la Révolution. Le législateur, sous Napoléon, supprime la fiducie mais le droit reconnaît l'existence des fondations et des congrégations, sans la nécessité d'un texte législatif, uniquement par la jurisprudence. En 1980, il y avait 30 000 fondations aux États-Unis et 300 en France en comptant les congrégations. Il faudra attendre le 23 juillet 1987 pour qu'un premier texte autorise en France la création de nouvelles fondations. Entre-temps, en l'absence de réglementation juridique, elles restaient soumises aux règles du Code civil. Toutefois, certaines nouvelles fondations ont pu voir le jour par le fait du prince car aucun texte n'en précisait les conditions de création. La loi de 1987 instaure 2 régimes. La fondation d'utilité publique sans garantie fiduciaire. La fondation d'entreprise, différente d'une véritable fondation. En 1996 est créée la Fondation du patrimoine, un monstre produit de la tératologie juridique, une structure privée mais unique et sous contrôle public, dont la vocation est la sauvegarde du petit patrimoine dit de proximité. Le tableau figurant en annexe présente les quelques différences fondamentales entre les 3 structures. Au final, on peut affirmer que la fiducie n'existe pas en France, que les fondations à la française sont plutôt d'importantes structures contrôlées par l'État et en tout cas inaccessibles au commun des mortels. Bien qu'aménagée, la création d'une fondation résulte toujours du fait du prince. Contrairement à l'association, la naissance d'une fondation est soumise à une autorisation. Dans la pratique, que peut faire le citoyen qui désire collecter des fonds pour une cause irrévocable, par exemple un maire qui veut réhabiliter l'église de sa commune? Il peut proposer au gouvernement de reconnaître une fondation d'utilité publique comme la Fondation Le Corbusier qui vit des droits d'auteur, et dont la structure la rapproche des trusts anglo-saxons. Il peut créer une fondation contrat sous la forme d'une fondation abritée dans une fondation reconnue.
La Fondation de France offre cette possibilité mais elle renacle de peur de crouler sous le nombre des demandes. Elle gère en permanence plus de 2000 comptes spéciaux et exerce une tutelle réelle sur les bénéficiaires. Curieusement, la Fondation abritée et le compte spécial introduisent un mécanisme de type fiduciaire qui n'existe pas pour la Fondation d'utilité publique. Ainsi, la Fondation de France agit en qualité de trustee entre un donateur et un bénéficiaire. Rappelons une anecdote législative. Un projet de loi instaurant la fiducie à des fins financières a été déposé en 1992. Ce projet devait en particulier permettre le dépôt comme garantie des titres de placement en pleine propriété. Le ministère des Finances a coulé ce projet de loi, sous une avalanche de 50 amendements. Résultat, les grandes entreprises créent des trusts dans les îles anglo-normandes. Les fondations étrangères présentes sur le sol français sont dans une situation équivalente à celle qu'occupe toute personne morale exerçant une activité en France sans qu'elle soit déclarée. Cette résistance de la doctrine française repose sur 3 arguments principaux. 2.1 Le refus de la multiplicité des patrimoines. Selon l'adage une personne, un patrimoine, l'unicité du patrimoine est un grand principe juridique français. Le droit français répugne donc au démembrement du patrimoine et n'aime pas davantage la propriété collective selon l'adage « nul n'est tenu à l'indivis ». Le droit français, à l'instar des créanciers en général, n'apprécie guère le patrimoine d'affectation, et pourtant il existe une grande exception avec les sociétés de capitaux. 2.2 Le refus des biens de main morte. Les biens de main morte font partie de la dotation normalement inaliénable. Ils sont possédés par des personnes privées comme les communautés religieuses réunies en congrégation et les hospices ou les sociétés savantes à condition d'être des fondations. Ces biens sortent du circuit juridique et permettent aux congrégations de se perpétuer au-delà de 99 ans, sans ouverture de droit de succession. En fait, il n'y a pas de succession et les biens restent indéfiniment la propriété de personnes privées qui se succèdent au sein de ces organisations. 2.3 Le refus de porter atteinte à la quotité disponible en cas de partage. Les biens mis en fondation pourraient dépasser cette quotité disponible. La quotité disponible désigne la portion de patrimoine, déterminée par la loi, dont une personne peut disposer librement par donation ou par testament compte tenu de la qualité et du nombre de ses héritiers réservataires. Ainsi, les biens apportés à une fondation pourraient dépasser la réserve légale prévue pour les enfants. 3. La synthèse, quel est le manque à gagner pour la société ? Les conséquences de l'absence de liberté de fondation sont nombreuses. Le législateur limite la possibilité de produire des actions et des biens collectifs privés. L'État s'estime toujours le seul bienfaiteur, mais l'État-providence est exsangue face aux besoins. Il ne souhaite pas voir les fondations collecter des fonds, mais lui ne peut pas en collecter davantage. C'est l'impasse. Pourtant l'avantage est énorme. L'argent collecté à des fins collectives n'entre ni dans les prélèvements obligatoires, ni dans les critères de Maastricht. Faut-il continuer à avoir un attachement immodéré pour le service public à la française ? Au service du patrimoine, ce modèle atteint ses limites principalement pour des raisons financières. 500 000 éléments du petit patrimoine, dignes d'intérêt, tombent en ruine aujourd'hui en France. La Fondation James Cameron sur l'île de Wight offre un exemple de l'efficacité de la fiducie. C'est une histoire vraie comme il en existe des milliers outre-Manche. Elle se passe sur l'île de Wight où la célèbre photographe anglaise Julia Margaret Cameron, 1815 à 1879, après avoir vécu en Inde, est venue s'installer dans un petit village. Après sa mort, sa maison fut vendue. Au gré de propriétaires successifs, la maison avait perdu son âme et son charme sous des rajouts inesthétiques et elle commençait à tomber en ruine. Quelques descendants, mais aussi des habitants et des élus de l'île, s'en émeuvent et décident d'agir car la maison est mise en vente. Ces personnes créent un trust et apportent des fonds, elles font appel à des dons, acquièrent la maison, réalisent les premiers travaux de restauration, ouvrent un salon de thé au rez-de-chaussée, installe une exposition des œuvres de l'artiste à l'étage et une bibliothèque spécialisée dans la photo dans une aile du bâtiment, tout cela le plus librement du monde et sans fonds publics. Pourrait-on obtenir le même résultat en France grâce à une association ou à toute autre structure juridique ? 3.1 Le monde anglo-saxon donne un exemple très abouti du trust.
National Trust et ses satellites est un modèle du genre. On leur doit un bon état du petit patrimoine de proximité, des milliers d'emplois salariés et autant de bénévoles, des millions d'adhérents à 50 € la cotisation annuelle par famille. Faudrait-il un argument théorique imparable ? Le concept de valeur d'option de Burton Weisbrod appliqué à ce sujet l'apporte sans aucun doute. Cet auteur américain raconte en 1964 l'histoire d'un parc naturel privé à droit d'entrée payant. Ce parc est parfaitement géré mais les recettes restent, malgré tous les efforts déployés, inférieures aux coûts. La rationalité financière dicterait aux propriétaires de fermer le parc. Or, si une telle décision est retenue, il y aura perte de bien-être pour la collectivité car nombre de clients ne pourront plus y retourner, et toutes les personnes qui prévoyaient de s'y rendre un jour n'en auront plus l'occasion. En conséquence, ces futurs visiteurs, s'ils se comportent rationnellement, seront prêts à payer une somme d'argent pour conserver la possibilité (option) de consommer le bien dans le futur. Si ces personnes sont suffisamment nombreuses et si la valeur de cette option est bien calculée, le parc redevient rentable et ne doit plus être fermé. Weisbrod conclut qu'il existe des biens privés qui ont des caractéristiques de biens publics, et au sujet desquels la règle de décision doit être modifiée car leurs propriétaires offrent en réalité deux services. D'une part une consommation immédiate, ici la visite du parc. Et d'autre part, la possibilité d'une consommation différée dont la valeur est la valeur d'option. En d'autres termes, la valeur d'option est le prix du renoncement à l'irréversibilité. Du fait de l'irréversibilité de la décision, le parc possède la double caractéristique d'être à la fois privé et public. On rangera ce parc dans la catégorie des biens à qualité variable, comme les biens sujets à encombrement. Pour ces biens, il existe une incertitude tant du côté de la demande que du côté de l'offre. 3.2 La régulation juridique, un outil de progrès remarquable. L'association est un cadre juridique extraordinaire qui n'a pas d'équivalent au monde. L'association est totalement libre. En 1901, le législateur a voulu créer le pendant laïque des congrégations religieuses très actives sur le plan social. C'est une structure adaptée pour utiliser les services des bénévoles, surtout s'ils sont membres de l'association, mais elle n'apporte aucune sécurité pour la gestion d'un patrimoine. Elle n'a donc qu'une faible légitimité pour collecter des fonds importants auprès du public. D'ailleurs, pour faciliter ce droit, l'État français a créé une catégorie d'associations reconnues d'utilité publique. En Europe, pour éviter cette confusion des genres, l'Espagne a incité à la transformation d'associations gérant des patrimoines en fondations. L'absence d'un droit de fondation peut être considérée comme une atteinte à la liberté individuelle et la reconnaissance de la liberté de fondation, un facteur favorisant la vie démocratique, au même titre que les associations. La loi du août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations, ne revient pas sur l'encadrement strict des fondations. Une ouverture est offerte par de nouveaux modèles de statut proposés par le Conseil d'État, toujours seul juge avec le Conseil des ministres de l'acceptation de l'existence d'une fondation, par la possibilité d'un versement fractionné de la dotation ce qui réduit d'autant le montant à verser à l'ouverture. Mais en revanche, les nouveaux modèles de statut rendent obligatoire le versement d'une caution, ce qui ne figure pas dans les obligations légales. On tourne en rond. Pourtant, l'État disposerait d'un critère efficace pour le financement public des activités qu'il souhaite soutenir. L'abondement des fonds privés collectés dans une proportion à déterminer contractuellement et qui pourrait être variable selon les projets et plafonné. Ce serait un moyen de révéler les préférences collectives locales et de les renforcer, lorsque l'intérêt public le commande. Mais, l'État préfère s'en remettre aux entreprises, aux PME, pour relancer le mécénat entrepreneurial, c'est-à-dire le mécénat personnel des chefs d'entreprise, en particulier auprès de ceux qui auraient vendu leur entreprise et souhaiteraient utiliser leur patrimoine dans un but d'utilité générale. Or la fondation d'entreprise ne peut pas recevoir de donations, ce qui écarte encore le citoyen écarté. In fine, un signal fort, un SMS, est envoyé avec ces trois notions, subsidiarité, médiation et synergie, que l'on trouve au cœur de la réussite de tout dispositif complexe. Nous appliquerons ce SMS à la fiducie, mais la démarche conviendrait aussi bien à l'association.
La subsidiarité car on agit au plus près des problèmes quand les solutions sont possibles. La médiation par la présence des trustees, acteurs supplémentaires dans la médiation culturelle. Le principe de synergie intervient par la rencontre du droit, d'une préférence collective et de la morale. 1. Au niveau du droit, la fiducie combine l'engagement des trustees et une protection efficace pour les donateurs. 2. Quant à la protection du patrimoine, la fiducie offre un débouché à l'attachement pour les biens de proximité et à la recherche d'identité. 3. Pour les vertus morales, la fiducie favorise, derrière une préférence privée, l'altruisme et la générosité. Peut-on ajouter un zeste d'effet d'aubaine pour les égoïstes et les passagers clandestins? Heureusement qu'ils sont là pour nous faire inventer des dispositifs astucieux, capables de les séduire malgré tout. Ce serait un hommage à Jean-Jacques Lafon, pour son œuvre consacrée à la théorie des incitations. 17. Comment peut-on à accent grave la foi utiliser les techniques du marché, et être opposé au marché? Le cas des organisations françaises du commerce équitable. Ronan Levelli, professeur agrégé d'économie-gestion, Université de Nantes. Lors d'une journée de formation organisée à Nantes en 2001, une question est posée à Simon Parr, salarié de Max Havelaar France. Est-ce que vous n'avez pas peur, en utilisant les outils du marketing, qui sont des outils très controversés, d'arriver à un paradoxe auprès du consommateur qui en arrive à croire que c'est une arnaque finalement? La réponse du salarié de Max Havelaar France et le débat qui s'ensuit ont été enregistrés et nous les restituons tels quels. Simon Parr, c'est une bonne question. Il y a deux aspects, je pense. Il y a l'aspect qu'on ne peut pas ne pas faire du marketing. C'est absolument essentiel. L'autre chose est qu'il faut rester conscient que le marketing reste qu'un outil, donc il faudrait veiller à ce que tout ce qu'on dit soit vrai, soit vérifiable et qu'on ne puisse pas être attaqué là-dessus et que cela soit honnête. Et c'est difficile, parce qu'il y a toujours une tension. En interne à Max Havelaar, je l'ai tous les jours parce que moi je suis plutôt tourné vers les produits, les producteurs. Et j'ai des collègues qui sont plus tournés vers la communication. Comment simplifier suffisamment bien le message du commerce équitable, qui est quand même assez complexe quand on rentre dans les détails, pour que cela soit à la fois compréhensible et vrai? L'interlocuteur reprend la parole. Si je comprends bien, ma question est complémentaire de la précédente, à savoir en manière de marketing. Donc, Max Havelaar n'est pas opposé à des démarches publicitaires. Simon Parr, absolument pas. L'interlocuteur, point est prudent mais n'est pas opposé sur le principe, parce qu'on pourrait penser en étant très puriste que commerce équitable ça veut dire qu'on ne rentre pas trop dans les circuits disons, marketing classique. Simon Parr, non, au contraire on est pour le plus de marketing possible mais marketing honnête. Brouhaha et débat dans la salle, on entend parler de grandes surfaces. Une participante prend la parole. Il y a quand même un paradoxe entre marketing honnête et grande distribution. Un autre participant. Il y a un paradoxe dans le simple fait qu'une entreprise fasse du social. Déjà là, il y a un paradoxe. Mondialisation citoyenne c'est paradoxal aussi, consommateur citoyen encore plus, quoi. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.